Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la notion abstraite de groupe qui est au cœur de tout notre cours et dont en fait les groupes de permutation ne sont que des exemples. La définition est la suivante. Un groupe, c'est tout d'abord un ensemble qui peut être très abstrait dans lequel on a défini une multiplication. C'est-à-dire, dès que vous avez des éléments A et B de G, vous avez choisi un autre élément noté A fois B qui est le produit de ces deux éléments. Cette multiplication doit satisfaire trois règles. Premièrement, elle va être associative. Et deuxièmement, il faut qu'il existe un élément neutre ou une identité dans G, qu'on va noter I, qui satisfait cette égalité-là. Pour tout élément A de G, il faut qu'il existe un inverse de A, noté A-1, qui satisfait cette égalité. Vous voyez que toutes ces règles sont satisfaites par les groupes de permutation. Ce qui fait que pour nous, et en fait pour tout le monde, les exemples de base des groupes abstraits sont les groupes de permutation. Dans la 8e leçon, on a évoqué rapidement un autre groupe qui n'est pas un groupe de permutation, qui était le groupe libre. Le but de cette leçon est d'étudier certains groupes abstraits qui nous sont en fait familiers puisqu'ils proviennent de la géométrie. Il ne s'agira pas des groupes de permutation. Non seulement ils ne se présentent pas de la même manière, mais aussi ils ont un nombre infini d'éléments. On va d'abord rappeler quelques éléments de la géométrie du plan. Donc là, j'ai dessiné une symétrie axiale dans le plan. Vous voyez l'axe de symétrie en noir ici, qui contient un certain point O. Et notez que nous écrivons l'image d'un point P comme P puissance S. Même si ce n'est peut-être pas la notation standard, elle correspond aux notations que nous utilisons dans le cours. Là, vous voyez une rotation d'angle alpha centrée en le point O. Et encore une fois, on note P puissance R, l'image d'un point P par cette rotation R. On va maintenant se fixer une fois pour toutes une origine O du plan. Et on définit ce qu'on appelle le groupe orthogonal. Comme ensemble, c'est l'ensemble de toutes les symétries axiales dont l'axe passe par O et de toutes les rotations qui sont centrées en O. On définit ensuite une multiplication qui est juste la composée de ces transformations-là. Autrement dit, un point P va être d'abord envoyé sur P puissance A et puis le tout puissance P. Une première chose à vérifier pour qu'il s'agisse bien d'un groupe est que ce produit appartienne encore à notre ensemble G. On va commencer par traiter le cas le plus simple qui est celui de la composition de deux rotations. Donc si on a un point P qu'on fait tourner d'un angle alpha autour de l'origine, pour avoir P puissance R, et qu'ensuite on le fait tourner d'un angle bêta, on voit bien que ça revient à le faire tourner d'un angle alpha plus bêta. Donc la composition de deux rotations, c'est encore une rotation. Regardons maintenant le cas de la composition de deux symétries axiales. Donc je prends une première symétrie S dont voici l'axe. Je prends un point P dans le plan et je regarde son symétrique par rapport à S qui est ici P puissance S. Ensuite je regarde une deuxième symétrie S', son axe est ici. Et puis je regarde le symétrique de P puissance S, ça donne P puissance S S' qui est là. Alors ces trois points, P, PS et PSS', sont à égale distance de l'origine. Donc je peux m'amuser à tracer une petite portion de cercle qui passe par ces trois points. Et maintenant on observe que l'angle entre P et P puissance S est coupé en deux par l'axe de S. Et de même, l'angle entre P puissance S et PSS' est coupé en deux par l'axe de S'. Si bien qu'au total, on constate que l'angle complet de P à PSS' fait le double de l'angle alpha qu'il y avait entre les deux axes. Finalement, on conclut que la composée de deux symétries est une rotation d'angle 2 alpha, où alpha était l'angle entre les deux axes de symétrie. Maintenant, regardons le cas un petit peu plus compliqué, où on fait d'abord une symétrie axiale et ensuite une rotation. Alors pour commencer, on va prendre des points sur l'axe de la symétrie axiale, qui est ici. Si je prends leur image à ces points-là par S, ils sont invariants. Et ensuite, si je les fais tourner par la rotation R, ils arrivent ici sur cette droite en pointillé. À ce stade-là, j'ai envie de tracer la droite ici en bleu qui partage la figure en deux. Et maintenant, je vais regarder un petit peu l'image des points sur cette droite bleue par la composée de S et de R. En faisant S d'abord, ces points-là arrivent sur une droite en rouge que je vais placer ici. Et puis en faisant maintenant tourner par la rotation R, on peut se convaincre facilement que les points reviennent à leur point de départ. Donc tous les points sur la droite bleue sont en fait fixés par la composée de S et de R. De même, les points sur la droite noire sont envoyés sur la droite en pointillé. Et avec ces deux éléments, un petit peu de géométrie élémentaire démontre que la composée de la symétrie S, dont l'axe est en noir, et de la rotation R, c'est la symétrie
dont l'axe est en bleu. Finalement, on vient de voir que la composée de deux rotations est une rotation, la composée de deux symétries est une rotation, la composée d'une symétrie et d'une rotation est une symétrie, et puis à titre d'exercice, je vous laisse faire le dernier cas, la composée d'une rotation et d'une symétrie, dans cet ordre-là, c'est une symétrie. Et donc finalement, à chaque fois qu'on prend deux éléments d'Auger, leur produit est encore d'Auger. À ce stade-là, il y a une observation qu'on peut faire. Le produit A fois B, par définition, il envoie un point P sur P puissance A puissance B. C'est comme ça qu'on l'a construit. Partant de là, on peut faire un jeu d'écriture en prenant un troisième élément C d'Auger. Donc ces égalités-là sont toutes des conséquences en fait de cette remarque ici. Puisque ceci marche pour n'importe quel point du plan, on en conclut finalement que AB fois C, c'est la même chose que A fois BC. Autrement dit, la multiplication qu'on vient de définir est associative. Le plus dur est fait maintenant pour montrer que le groupe orthogonal est en effet un groupe. Pierre vient de nous montrer qu'on a bien une multiplication des éléments d'Auger qui de plus est associative. Je vous laisse vérifier les deux derniers axiomes. On va avoir une identité, un élément neutre, qui va en fait être la rotation d'angle 0. L'inverse d'une symétrie va en fait être juste la symétrie elle-même, et la rotation d'angle moins alpha est l'inverse de la rotation alpha. Tous les axiomes sont satisfaits et le groupe orthogonal est bien un groupe. Je vous fais remarquer qu'il contient un nombre infini d'éléments puisqu'on a déjà une infinité de choix pour les angles alpha. Ce groupe est noté en général O2. Si on oublie les symétries et on considère l'ensemble de toutes les rotations, on obtient ce qu'on appelle le groupe spécial orthogonal et on le note SO2. C'est aussi un groupe et même un sous-groupe de O2. On va maintenant étudier quelques autres exemples de groupes abstraits qui sont en fait des sous-groupes du groupe orthogonal et qui proviennent de la géométrie des polygones. Prenons un polygone régulier à n côtés centré à l'origine dans le plan. Le groupe diédral de ce polygone va être l'ensemble de toutes les transformations dans le groupe orthogonal qui envoient ce polygone sur lui-même. On note ce groupe D de 2n et la common gap est celle-ci. Attention, il y a un H adiédral en anglais. Le reste de cette leçon va être dédié à l'exemple de n égale 4, c'est-à-dire le groupe diédral du carré. Il faut donc trouver l'ensemble de toutes les rotations et symétries dans le plan qui préservent le carré. Commençons par les rotations. Les rotations qui préservent le carré sont celles dont l'angle est un multiple de 90 degrés. On va appeler R celle-ci, puis on en a une deuxième qui est en fait R au carré, une troisième R puissance 3, et R puissance 4 revient à la rotation d'angle 0. Ensuite, les symétries. On se convainc facilement qu'il y a précisément 4 symétries qui préservent le carré, qui sont celles dont les axes sont indiqués sur cette figure. On va maintenant compléter la description du groupe D8 à partir des observations de Victorien. Les rotations, pour commencer, sont faciles à énumérer. Ce sont les puissances de R, avec R4 qui vaut l'identité. Pour ce qui est des symétries, je vais en prendre une au hasard. Et maintenant, si je regarde les 4 éléments S, SR, SR2, SR3, ce sont des symétries, puisqu'on a vu dans le début de la leçon qu'une symétrie fois une rotation, c'est une symétrie. Donc j'ai 4 symétries distinctes et on a vu qu'il n'y en avait que 4, donc j'ai la liste complète. Finalement, dans D8, il y a précisément les 8 éléments qu'on peut écrire comme ceci. Alors c'est bien pour ça que la notation c'est D8, et de la même manière, le groupe diédral, on le note D2n parce qu'on peut montrer que son ordre c'est 2n. Enfin, dernière chose, si on calcule R fois S dans cet ordre-là, et non plus S fois R, on sait que c'est une symétrie. Encore parce qu'on sait qu'une rotation fois une symétrie, c'est une symétrie. Donc il doit être dans la liste, il doit être parmi les 4 que je viens de donner. Si on va à ce moment-là voir sur la figure l'image d'un des coins du carré, par R fois S, on constate que c'est finalement SR3. Alors, toutes ces observations-là doivent vous rappeler quelque chose, puisque le groupe des TGV qu'on a vu à plusieurs reprises avait une description qui était presque la même. Il y a en fait un terme technique pour désigner ce genre de choses, et on va appeler ça un isomorphisme. En fait, j'ai la définition suivante. Imaginons que j'ai une paire de groupes G et G'. On va dire qu'ils sont isomorphes si on peut faire correspondre leurs éléments. En fait, à chaque petit A dans G, je vais faire correspondre un petit A' dans G'. Et puis, je suppose que j'ai réussi à faire ça
de telle manière que tous les éléments de G' sont atteints et pour un seul A à chaque fois. Donc chaque élément de G', c'est A' pour un unique A. Et je vais aussi supposer que j'ai réussi à faire ça en respectant la petite règle qui est ici, AB' doit être égal à A'B'. Donc, dans cette situation, on dit que les groupes sont isomorphes. C'est un mot qui peut paraître un petit peu compliqué. Ça vient tout simplement du grec, morphos la forme, et iso qui veut dire égal, comme dans isocèle. Donc on dit ça quand les deux groupes sont de la même forme. On a un exemple qui est vraiment sous nos yeux, qui est celui du groupe des TGV d'une part et du groupe des 8 d'autre part, qui vont jouer le rôle de G et G'. Donc j'ai listé les 8 éléments dans les deux cas. Et la correspondance qu'on a envie de faire dans cette situation, c'est celle-ci. Donc systématiquement, en fait, on passe les écritures en majuscules. Les règles de calcul, je les connais dans les deux groupes. Dans le groupe des TGV, c'est S2 égale identité, R4 égale identité, RS égale SR3. Et dans l'autre groupe, ce sont exactement les mêmes, mais tout simplement écrites en majuscules. C'est ces règles qui vont nous permettre de montrer que l'axiome est bien satisfait, AB', c'est A'B'. Je vous le fais sur un exemple. Si on essaie de faire R'S' ici, par définition, c'est RS en majuscule, mais la règle de calcul nous dit que c'est SR3. Alors que par contre, si je fais RS et que je prends le prime, c'est RS3 d'après la règle de calcul qui est à gauche, le prime est en majuscule et ça donne la même chose. Donc on a bien RS' qui est R'S'. De la même manière, vous montrerez que la petite règle AB' c'est A'B' est vraie pour tous les éléments A et B.